Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique depuis le terrible tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie le 6 février dernier. Les événements ont été justement commencé à bouger dans la région, secouant l'inertie dans laquelle cette zone a été plongée depuis la crise en Syrie, notamment la région d'Alep, souffrant d'un double boycott. En dépit des dégâts occasionnés qui sont très déplorables, il faut le dire, ce tremblement de terre a, en tous les cas, en apparence, a semblé dépoussiérer toutefois les relations entre les deux pays, la Turquie et la Syrie. Y a-t-il réellement des prémices de rapprochement? Moscou sera-t-elle le parrain d'une éventuelle proximité de vue? Mais avant de voir cela avec nos invités, il va falloir comprendre pourquoi l'aéroport d'Alep a été la cible de bombardements sionistes, un timing loin d'être innocent. Nous en parlons ce soir avec nos deux invités, Manuel Pouchelet, spécialiste en géostratégie et en questions sécuritaires. Monsieur Manuel Pouchelet, merci de nous rejoindre et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous par Skype depuis Paris. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. Et nous aurons également Maria Sarada, ancienne députée syrienne, qui est avec nous par Skype également et qui est avec nous par Skype depuis Damas, la capitale syrienne. Maria, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai le plaisir. Plaisir partagé. Alors, l'entité sioniste, pour commencer, bombarder ou a bombardé l'aéroport d'Alep, une provocation, un message ou une simple démonstration de force? Pour commencer avec vous, Monsieur Manuel Pouchelet, pourquoi ce timing, juste quelques semaines après ce tremblement de terre, et pourquoi le choix de l'aéroport d'Alep? Israël est très préoccupé par sa sécurité et si vous voulez, le bombardement israélien n'a pas pu se faire sans l'accord des autorités russes puisque l'espace aérien syrien sur le plan militaire est contrôlé par la Russie avec les bases de Tartous et Latakia. Donc quelque part, c'est toujours un message. Israël a forcément l'autorisation pour bombarder le territoire syrien. Maintenant, la situation n'est pas très claire du côté d'Alep, ni d'ailleurs sous d'autres latitudes. D'ailleurs, régulièrement, il y a eu un bombardement du côté de Damas il y a très peu de temps. Il faut savoir que le territoire syrien, si vous voulez, abrite différentes forces en présence, notamment certains restes de l'État islamique, mais surtout, une menace qui est très pesante pour Israël, qui est la présence de la brigade Al-Quds, qui est une brigade iranienne particulièrement très bien équipée et qui à tout moment pourrait frapper sur son sol, d'autant que depuis quelques semaines, le ton des mollahs envers Israël est monté d'un cran avec des menaces. Et puis aussi, vous avez la nouvelle majorité en Israël, qui aujourd'hui est à un ton beaucoup plus belliqueux et agressif envers Téhéran. Donc peut-être ceci explique cela, mais de toute façon, les frappes israéliennes vont toujours être justifiées. Moi, ce qui m'interroge quand même, c'est le fait que le président du Conseil, M. Benjamin Netanyahu, n'ait toujours pas fait de déclaration en ce sens, ou au moins son ministre de la Défense en tout cas. Oui, en tous les cas, il faut préciser que c'est la Syrie qui accuse effectivement Israël. L'entité sioniste a toujours été accusée et pour des preuves, d'ailleurs des preuves ont été fournies par le passé, parce qu'il faut quand même préciser que ce n'est pas la première fois que l'aéroport d'Alep est visé et que ça a toujours été le cas par des frappes sionistes. Et d'ailleurs, rappelons, je crois, les dernières frappes étaient en septembre 2022. Maria Saada, alors, est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, ces frappes sur l'aéroport d'Alep sont, comme disait tout à l'heure donc Manuel Pouchelet, pour les raisons qu'il a invoquées, c'est-à-dire des groupes ou des troupes ennemies prendraient Alep comme une base arrière, ou est-ce que tout simplement c'est un message, étant donné que le pays est déjà fragilisé, l'aéroport à un moment donné, et on le sait très bien lors du tremblement de terre très déplorable, a été un petit peu le symbole de cette aide humanitaire et de la solidarité qui s'est un petit peu cristallisée dans cet aéroport? Au début, laissons dire que pendant 12 ans de la guerre, Israël ne cesse pas à bombarder la Syrie et à violer la loi internationale.
Et maintenant, l'image a devenu très claire et on arrive exactement à avoir ou bien à trouver quel pays et quel parti prendre profit de la guerre contre la Syrie. Malheureusement, ou bien peut-être heureusement, je ne sais pas, c'est avec cette Ces frappes. terrible tremblement de terre qui frappe la Syrie et la Turquie en même temps. Alors, on trouve que les relations qui étaient bloquées entre la Syrie et les autres pays, et surtout les pays arabes, a été reprendre de nouveau. Alors, cette occasion c'était l'occasion pour avoir une nouvelle approche de relations avec la Syrie. Et surtout après cette isolation de la Syrie pendant la guerre. Et moi, je vois que les pays se trouvent impliqués dans une impasse avec la guerre, pas seulement en Syrie, mais avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, il y a des pays qui balancent entre leurs intérêts et reprendre la relation avec la Syrie et avec l'Est et entre la pression des États-Unis et son allié l'Israël. Alors, cette image des aides humanitaires qui ouvre les relations parmi ou par l'aéroport d'Alep, qui est devenu un symbole des aides humanitaires, et reprendre les relations avec les pays, ça provoque la colère des pays qui ont prendre profit de la guerre contre la Syrie et d'isoler la Syrie, qui sont les États-Unis et l'Israël. Alors, Israël a bombardé l'aéroport d'Alep pour envoyer un message que cette relation avec les autres pays a attaqué l'intérêt d'Israël sioniste. Oui. Ça, c'est un. Et deuxième message est venu de la visite des États-Unis, du représentant des États-Unis vers Israël, vers la Jordanie, l'Égypte également. Pour dire que nous sommes là dans cette région, nous restons là, et pour mettre des obstacles devant la Russie, devant l'Iran, en leurs essais ou bien en leurs efforts pour reprendre les négociations entre la Syrie et la Turquie. Oui, c'est-à-dire que c'est un message très fort en faveur d'Israël, il faut le dire. Certainement. Alors, c'est pour bloquer les relations qui étaient reprises après cet tremblement de terre. Oui, alors très bien, Maria, on garde l'idée parce qu'on va y revenir avec vous et on va vers Manuel Pouchelet. Monsieur Pouchelet, justement, il semblerait que ce tremblement de terre qui est très déplorable, et je le dis, que ce soit dans les dégâts matériels mais également humains, a été un petit peu, si vous voulez, je ne dirais pas l'occasion, mais je dirais quand même une opportunité peut-être. Je ne sais pas s'il faut employer les choses comme ça sans vouloir être cynique ou faire dans le cynisme aussi, aux populations, c'est-à-dire le fait d'apporter ou la nécessité d'apporter de l'aide aux populations.
a été quand même pour l'Occident, a poussé l'Occident justement et certains pays arabes à sortir un petit peu le gouvernement de son isolement quelque part, et peut-être que aussi les autorités syriennes ont bien profité de cette occasion. C'est pour ça qu'on entend parler de plus en plus, et des voix et les médias, d'un rapprochement par exemple entre la Turquie et la Syrie, qui serait parrainé par l'Égypte tantôt et parfois par la Russie. Je pense très sérieusement que les pays arabes de la région de ce qu'on appelle, nous en Europe, le Proche-Orient, mais on doit dire le Moyen-Orient, ont la solution à leurs problèmes. Et en aucun cas, les immixtions occidentales vont les aider. Qu'on soit bien d'accord sur ce point, notamment américaines et voire d'autres initiatives. En ce qui concerne le rapprochement entre la Turquie et la Syrie, je pense que c'est peut-être un rapprochement de circonstances. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, je pense que des deux côtés, il y a un épuisement des populations. Ce sont des populations qui se connaissent, mais également, elles ont été toutes les deux victimes d'un terrible séisme et pour lequel la solidarité avec les pays de la région s'est toujours manifestée et a mobilisé énormément de monde, et notamment en hommes et en moyens. L'objectif principal pour les deux pays, que ce soit pour la Syrie et pour la Turquie, c'est la reconstruction, qui sera, on va dire, très importante. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être aussi souder les populations et leur faire oublier, entre guillemets, le certain clivage. Parce qu'il y a quand même, des deux côtés de la frontière, une mosaïque de population. Maintenant, en ce qui concerne la Turquie, ne pas oublier qu'en mai prochain, il y a des élections. Et M. Erdogan va devoir convaincre. Il n'a pas convaincu dans sa gestion de la crise suite au séisme. Il y a de nombreux indicateurs ont été pointés du doigt, notamment la corruption sur les constructions qui n'étaient pas aux normes. Et je pense que M. Erdogan risque d'avoir à effectuer certaines explications envers sa population. Autre point commun avec la Syrie et la Turquie, c'est que les deux pays sont sous sanctions américaines, les fameuses lois César, où la livre turque et syrienne sont, si vous voulez, dévaluées, avec des sanctions économiques qui paupérisent la population, à tel point que la classe moyenne des deux côtés est touchée. C'est une situation qui devient invivable pour les populations, et en même temps, vous avez un espèce de son de cloche américain qui dit « bah écoutez, pour l'instant, on va suspendre ces sanctions économiques ». Preuve que finalement, il y a une forme de moquerie derrière tout ça. Mais une chose est sûre, ce qui rapproche aussi les deux pays, et c'est important, non seulement il y a eu ce drame qui est le séisme avec énormément de milliers de personnes décédées, mais vous avez aussi d'autres dossiers régionaux qui vont les rapprocher à très court terme. Je pense au dossier kurde qui sera partagé avec l'Iran. Je pense aussi au rôle du sultanat d'Oman qui n'a jamais fermé la porte à Damas et à la Syrie, alors que les autres pays de la région se sont laissés un petit peu embrigader par le discours des Américains et même européens, où je rappelle que M. Hollande et Mme Merkel avaient déclaré, en 2016, oui, que M. Bachar el-Assad ne faisait pas partie de la solution de paix en Syrie. Donc, si vous voulez, il y a toute cette histoire récente, on va dire, qui remonte avec cette crise et cette horrible guerre en Syrie, qui aujourd'hui va déterminer ces nouveaux rapports. Je pense qu'il est temps, et d'ailleurs, que ces deux pays s'unissent. Ils ont des problématiques communes. Je rappelle que la Turquie accueille énormément de milliers, pour ne pas dire de millions de réfugiés syriens. Voilà, pour lequel il va falloir réorganiser le retour aussi. Vous avez une situation identique au Liban, même si au Liban, vous avez déjà entendu aussi certains réfugiés syriens qui ont dit de toute façon, nous resterons au Liban puisque nous n'avons plus de famille suite aux opérations militaires et cette guerre civile qui était vraiment fratricide. Si en tous les cas, il semblerait quand même, il faut le dire, qu'on a remarqué depuis qu'il y a eu ce tremblement de terre dans les deux régions donc communes frontalière entre la Turquie et la Syrie, il y a eu quand même un grand élan de solidarité, y compris donc parmi les pays arabes, en l'occurrence l'Égypte. On l'a vu dernièrement, donc Samah Chokri qui s'est rendu justement en Syrie et qui a eu des pourparlers ou qui a eu des contacts directs avec le président Bachar el-Assad, avec le ministre des Affaires étrangères Morded. Donc c'est vrai que la question a été posée si effectivement il y aurait rapprochement. Et il faut dire que c'est l'une des premières visites depuis
11 ans, c'est-à-dire depuis le début de la crise. Comment faut-il expliquer cela, Maria Saada? Je veux parler de 2 points. Oui, allez-y. La première, c'est la question régionale entre la Syrie et la Turquie. Certainement, ce tremblement de terre a montré la différence des bases et des outils ou bien les nécessaires qu'on a besoin pour répondre aux dégâts en face de ce tremblement de terre. En Syrie, certainement, entre guillemets, il y a les États-Unis et les États européens ont sanctionné la Syrie et le peuple syrien, et surtout après le Caesar Act. Alors, on n'a pas jusqu'à maintenant l'électricité, on n'a pas le pétrole, on n'a pas les besoins primitifs pour reprendre la vie juste, digne. Alors, maintenant, avec cette situation, au niveau régional, il y a une grande différence pour répondre aux besoins du peuple. Avant de parler des réfugiés qui sont juste en Turquie. Maintenant, la grande question, c'est la situation internationale. Alors, la situation régionale, c'est une partie de la question internationale et la guerre internationale qui déroule aujourd'hui, où les scènes déroulent entre l'Ukraine et la Russie. Alors, pour les intérêts pour avoir la paix, si on peut dire, pour terminer cette scène de guerre mondiale, alors il faut diviser la question et diviser les problèmes au niveau la Syrie et la Turquie. Et pour ça, les essais de la Russie et l'Iran pour reprendre les négociations entre la Syrie et la Turquie pour avoir ou bien pour montrer, pour mettre à table des solutions à négocier, mais pas de mettre des solutions pour mettre fin à cette guerre, mais qui aide la scène internationale aussi pour faire l'équilibre au niveau international. Alors, la question c'est ou bien on va provoquer une guerre mondiale et une guerre mondiale qui va détruire le monde entier, ou bien il faut ouvrir des ouvertures de négociation pour accepter ou bien pour arriver au point commun entre les pays en conflit. Alors la scène est très claire. Maintenant, ce n'est pas la question entre la Syrie et la Turquie, ce n'est pas seulement les peuples, les réfugiés, ce sont des moyens, ce sont des points des points communs, laissons dire, à faire une convention ou bien à régler. La grande question est plus que ça. Il y a aujourd'hui 2 pôles, la pôle de l'Est et la pôle de l'Ouest. Oui. Et à cause
de cet mouvement de la Russie et de l'Iran dans cette région, alors on trouve le message qui est venu de l'autre côté des États-Unis et visiter la région pour dire non, nous sommes là. Oui. Alors maintenant, le monde entre deux parties. Et entre deux parties, ouais. Oui, très bien. Donc, quelque part, il faut préciser, parce que ça a été remarqué, je veux dire, c'est palpable, Monsieur Pouchelet, que depuis le tremblement de terre, il y a eu quand même des réactions de certains pays arabes, il y a eu des déplacements de personnalités politiques vers Ankara ou vers Damas. C'est vrai que, comme disait donc le chef de la diplomatie égyptienne, Monsieur Samah Choukri, qui disait que l'objectif était avant tout humanitaire, mais n'empêche qu'il n'a pas écarté non plus la question politique, c'est-à-dire la question de la réintégration de la Syrie au giron de la Ligue arabe a été quand même posée. Peut-être, comme disait le ministre des Affaires étrangères saoudien, il est encore trop tôt pour en parler, mais l'idée germe quand même. Qu'en pensez-vous, Monsieur Pouchelet ? Oui, elle germe. De toute façon, il faut admettre que la Syrie est de retour sur la scène régionale. Je rappelle que la Syrie est une puissance régionale, chose qu'en Occident, on a toujours, on va dire, médit et sous-estimé. La Syrie est une puissance régionale, la Turquie est une puissance régionale, mais si vous voulez, dans ce Moyen-Orient que nous connaissons, nous avons également d'autres puissances régionales que sont l'Iran, l'Arabie saoudite et également, en fond de tableau, avec un rôle très important, l'Égypte qui joue un rôle modérateur. Donc, le retour de la Syrie sur la scène internationale, de toute façon, il va falloir l'admettre. Peu importe si les Occidentaux le refusent, de toute façon, c'est une puissance régionale qui a un rôle à jouer, qui est très important, parce que je rappelle que la Syrie apporte énormément de renseignements sur les activités, on va dire, de cette région, où elle a des services de renseignement particulièrement performants, alliés aux Égyptiens, alliés aux Saoudiens, alliés à d'autres puissances. Donc, de toute façon, je me permets de me répéter, Oman a toujours été un go-between précieux dans cette région où Bachar el-Assad a été reçu et écouté à Mascate. Très bien. Donc, c'est important de le souligner. Je pense qu'il faut l'admettre. C'est un choix, c'est une décision de Moscou régionale. Aussi. Le rôle de Moscou, je voulais vous relancer sur le rôle de Moscou parce qu'on a vu quand même un certain mouvement diplomatique de part et d'autre, que ce soit du côté égyptien, turc et syrien, que du côté aussi russe, puisque les chefs de la défense syrienne, turque et russe se sont retrouvés à Moscou et la question a été quand même abordée d'un certain réchauffement. Est-ce que réellement il pourrait y avoir un réchauffement entre les deux pays qui pourrait vraiment, je dirais, un petit peu alléger la souffrance des populations? Moscou, de toute façon, a toujours eu un rôle clé dans la région. Brièvement, Monsieur Pouchelet, oui. Oui, Moscou a toujours eu un rôle clé dans la région. Il y a aussi des attaches historiques, notamment avec l'Empire ottoman et l'histoire de la Russie. Donc, de toute façon, le canal peut aussi passer par Moscou. Mais attention, ne négligeons pas non plus le nouveau rôle de Pékin qui s'inscrit et qui s'installe dans la région. Oui, absolument. Oui, merci beaucoup, Monsieur Pouchelet. Vous avez été très bref, effectivement. Alors, Madame Maria Saada, dites-nous, est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être que vous souhaitez aujourd'hui effectivement le faire, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et c'est les contraintes un petit peu et les aléas du direct. Je ne sais pas si on peut souhaiter, oui. Si on peut souhaiter que les chefs des États internationaux, des États régionaux, prendre conscience de cette situation d'aujourd'hui, de cette impasse, parce que la plupart des pays se trouvent impliqués dans une impasse au niveau international, vraiment entre leurs intérêts et la pression des États-Unis. Alors, il faut prendre conscience pour arriver à un monde digne, qui est stable,
pour tous les peuples. Oui, merci. Et alors, il faut penser à un pays... Merci. Merci Maria Saada. Merci. Je rappelle que vous êtes députée, ancienne députée syrienne, que vous étiez avec nous depuis Damas. Merci Manuel Pouchelet. Vous êtes spécialiste en géopolitique et en questions sécuritaires. Vous étiez avec nous depuis Paris par Skype. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Politique. Au revoir.